Niger, intervention militaire de la CEDEAO vers une dynamique d'implosion. Telle est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a ordonné le jeudi 10 août dernier, à l'issue de son sommet à Abuja au Nigeria, l'activation immédiate de sa force d'intervention en vue de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Plus de 2 semaines après la prise de pouvoir par les révolutionnaires nigériens, l'organisation régionale, qui n'écarte pas la voie diplomatique pour établir Mohamed Bazoum, n'a précisé aucun calendrier ni le nombre ou l'origine des militaires. Toutefois, les chefs d'état-major de la CEDEAO, qui se sont réunis samedi au Ghana, assurent avoir élaboré un plan détaillé d'intervention militaire à soumettre aux dirigeants de la région pour examen. Une opération qui pourrait coûter la vie au président nigérien, on le dit, séquestré dans des conditions préoccupantes. C'est toujours les termes utilisés, on va le dire ainsi, par les médias mensonges. S'il n'a pas précisé de calendrier, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a promis que cette intervention aurait lieu dans les plus brefs délais. Les chefs d'état-major auront d'autres conférences pour finaliser les choses, mais ils ont l'accord de la conférence des chefs d'État, a déclaré le dirigeant ivoirien le jeudi 10 août dernier à son retour du sommet. Voilà pourquoi nous également nous nous interrogeons. Niger, intervention militaire de la CEDEAO vers une dynamique d'implosion. Quelle est notre interrogation? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengene. Il est enseignant de sociologie à l'université de Douala. Il est notre invité ce matin. Jonathan Matengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à toute la galaxie panafricaniste, tous ceux-là qui mènent le combat de libération de l'Afrique et qui réussissent malgré les vents, malgré les barrières qui se dressent. Et grâce à leur courage, nous repoussons les obstacles, nous repoussons nos ennemis et aujourd'hui, nous accomplissons de grands pas vers la libération totale de notre continent. Très heureux de vous avoir, Jonathan Matengene. Finalement, on parle d'une intervention militaire de la part de la CEDEAO dans les tout prochains jours. D'ailleurs, Alassane Dramane Ouattara déclare que c'est dans les plus brefs délais. Se dirige-t-on vers une dynamique d'implosion? Oh, une véritable implosion. Mais quand il dit on se dirige on parle de délai. Vous avez vu, il n'y avait que jeudi soir où ils ont réalisé cette forfaiture, se plaçant sous la coupole de quelques Occidentaux qui étaient venus les plus nombreux dans la salle. Nous disons à Marine Le Pen, Madame, regardez un peu la théorie du grand remplacement, comment elle se déroule en Afrique. Et on ne voit pas trop votre parti s'inquiéter de ce que les Occidentaux veulent remplacer les Africains dans les centres de décision en Afrique. C'est comme si quand ça se passe dans ce sens, ça vous arrange. On se pose bien des questions. On aurait bien aimé vous voir sortir et rappeler à tous ces Occidentaux que ce n'était pas leur place. Donc, ceux qui ont accepté de se mettre sous la férule de ces imposteurs ont décidé d'accomplir leur volonté. Et vous avez suivi le communiqué final. Ouattara lui-même, il a dit qu'il n'y avait que le Bénin, le Nigeria, qui étaient les pions avancés de cette stratégie. Et il se défendait d'ailleurs dans le communiqué. On avait l'impression que c'était un mea culpa, où l'ex-président de Côte d'Ivoire venait se justifier devant l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Il disait ce n'est pas une guerre du Nigeria contre le Niger, ce n'est pas une guerre du Bénin contre le Niger, ce n'est pas une guerre de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'a pas dit Ghana, il n'a pas cité les autres noms des pays parce qu'il savait qu'il ne parlait pas au nom de ces pays-là. Donc il savait qu'il n'y avait pas d'onction consensuelle de la part des pays de la CEDEAO. Et donc, il était en fait en aventure individuelle pour la défense de son propre poste. Parce que la peur ayant changé de camp, il s'est dit ça sera l'opportunité de montrer quand même qu'il appartient à une forte coalition. Question de dissuader les militaires ivoiriens. Donc, dans cette perspective, on observe bien qu'il y avait une absence de consensus, que c'était le dissensus au sein de la CEDEAO, que cette CEDEAO même n'existait plus, que c'était en fait l'OTAN qui pilotait les opérations et que c'est l'OTAN qui prenait des décisions à la place de ces dirigeants-là. Donc, pour nous, véritablement, c'est la manifestation d'une grande friction, une grande rupture qui s'opère. Surtout les rétropédalages observés des jours après, le Cap-Vert qui dit qu'il ne fera pas partie de la coalition.
c'est vrai qu'on peut nous objecter que le Cap-Vert, c'est pas une machine de guerre. De guerre, oui. Mais on a le roi Ashanti qui a déjà signifié au président Akufo-Addo qu'il ne veut pas voir le Ghana dans une coalition contre le Niger parce qu'ils ne vont pas permettre que les fils Ashanti s'attaquent à leurs cousins Haoussa du Niger. Donc, c'est déjà un message fort. Ça veut dire qu'au sein de ces pays, il y a déjà une levée de bouclier de la part d'un ensemble de leaders de première importance. On sait qu'Akufo-Addo marche sur des braises avec des manifestations récurrentes dans son pays. Donc, véritablement, l'implosion à laquelle vous faites allusion n'est pas qu'une implosion au sein de l'organisation qui déjà est morte, la CEDEAO, mais c'est aussi une implosion, un risque d'implosion dans les pays qui veulent se consacrer à cette forfaiture. Peut-on imaginer, si un temps soit peu la CEDEAO n'attaquait pas, une intervention militaire de la part de l'OTAN? L'OTAN a déjà tenté de telles impostures en Syrie, a réalisé cela en Libye. Mais quand on regarde les bilans, c'est tellement négatif et tellement désastreux, avec les coûts qui sont immenses. Et quand on connaît ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, où l'OTAN n'a presque plus de matériel, la France qui avait 4 jours de munitions, peut-être qu'aujourd'hui on en est qu'à 2 ou 1 jour de munitions pour une guerre de haute intensité, ou est-ce qu'elle prendrait les munitions pour une telle opération? Ce serait un peu le miracle. On voit davantage les armes qui sont produites et envoyées en Ukraine. Désormais, les munitions sont les munitions de 2023. Ça veut dire qu'il n'y a plus de stock. On produit immédiatement pour envoyer aux Ukrainiens. Alors, où est-ce qu'ils vont trouver tout ce matériel? Où est-ce qu'ils vont trouver les finances pour de telles opérations? On est dans un coup de bluff international. On est dans la perspective où l'OTAN, ne voulant pas accepter sa première grande défaite militaire, d'ailleurs depuis la semaine dernière nous le disons, sa première grande défaite militaire en Afrique, l'OTAN, après bien sûr les défaites militaires pendant les indépendances, par exemple l'Algérie qui a battu la France, donc l'OTAN ne veut pas donner l'impression que cette défaite va passer sans conséquence. Et l'OTAN laisse planer le spectre d'une intervention, sachant toujours qu'il n'y aura pas d'intervention. Nous le répétons encore, il n'y aura pas d'intervention militaire au Niger. Bien plus, si ces pays s'entêtent, si l'OTAN s'entête dans cette perspective, l'OTAN risque de rentrer dans une guerre véritable avec les peuples d'Afrique. Je n'ai pas dit avec le peuple du Niger, avec les peuples d'Afrique. Et là, les intérêts des pays de l'OTAN dans les pays d'Afrique deviendront des cibles légitimes pour l'ensemble des défenseurs de la liberté en Afrique. Est-ce que les soldats, est-ce qu'on peut parler justement, peut-on dire qu'il y a des hommes au sein de l'armée dirigés justement par ces pays qui veulent attaquer, on va le dire ainsi, le Niger? Je parle justement de la Côte d'Ivoire, je parle également du Cap-Vert et sans oublier qui vous savez. Quand vous regardez, il y a quelques militaires quand même qui sont larbins, hein. Il y a quelques militaires qui sont larbins. Si vous regardez, même au Niger, il y avait des militaires larbins, mais quand la tendance change dans la grande muette, vous êtes obligé de vous ranger parce que vous savez que la discipline militaire est différente de la discipline des hommes politiques, hein. Les militaires sont capables d'aller jusqu'à l'extrême. Ils ne vont pas s'entourer des commodités que les civils prennent généralement pour dire on va vous faire un procès. Non, ça c'est liquide très cash, hein. Vous êtes un traître, vous êtes vertement liquidé pendant le processus révolutionnaire. Donc, qu'il y ait ces personnes, oui, il y en a. Surtout que des organisations de l'arbinisme comme la Rose-Croix infestent les armées africaines. C'est l'organisation par excellence à laquelle appartiennent les militaires, surtout la MORC. Beaucoup de militaires sont dans ces organisations. Et là-bas, il y a un processus d'allégeance aux intérêts occidentaux. Donc, il y a effectivement des militaires de la sorte. Et puis, il y a aussi les processus d'ascension de certains militaires. Quand vous prenez en Côte d'Ivoire certains généraux, c'est carrément des anciens chasseurs. La confrérie des Dozo. Donc, c'est pas des gens qui ont une formation militaire à la base, des gens qui étaient au village, simplement, ils chassaient le lapin, ils chassaient la perdrix, ils chassaient le rat, et puis ils se retrouvent dans une guerre où il est rebelle, et un jour, ayant aidé Ouattara à commettre sa forfaiture, Ouattara le promeut général. Donc, vous avez des gens comme ça qui doivent tout à Ouattara. Il dit, ma carrière de chasseur a été convertie en carrière de officier supérieur. Donc, voilà un peu les carrières, les trajectoires professionnelles qui peuvent se prêter au larbinisme. Donc, mais, est-ce qu'ils sont les plus pertinents aujourd'hui que non? On a vu, par exemple, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne qui a
pendant le week-end, eu des échanges assez houleux avec le président Ouattara. Il a dit que les militaires, il a porté la voix des militaires, comme quoi les militaires ivoiriens ne voulaient pas mourir pour les intérêts de l'OTAN. Ça, on le dit pas assez. Mais le général Doumbia l'a clairement dit au président Ouattara, donc à l'ex-président de Côte d'Ivoire, M. Ouattara. Donc, aujourd'hui, Ouattara est dans une perspective où soit il court le risque de voir cette armée elle-même prendre ses responsabilités, devenir et voir des officiers révolutionnaires comme au Niger émerger de la société, soit il s'engage dans une action, une aventure qui finalement lui sera préjudiciable. On a aussi de l'autre côté, par exemple, des voyous, des terroristes, des gens qui sont dans le trafic de drogue, comme Embalo, on parlait. Embalo Sissoko, grand narcotrafiquant, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, Ouattara lui-même, au bénéfice de la rébellion, à l'occasion de la rébellion, il a étoffé le trafic de drogue, qui est carrément devenu un trafic circulaire en Afrique de l'Ouest. Ça alimentait les réseaux criminels, que ce soit en Libéria, que ce soit en Côte d'Ivoire. Et il a recruté des gens comme Embalo dans le grand réseau, le grand cartel. Vous savez, des gens comme Macky Sall, dont le nom apparaît de plus en plus dans les rapports qui sont apparus dans les rapports du FBI, qui montrent que lui également, il est lié au narcotrafic. Vous avez des noms comme Tinubu, narcotrafic. Et vous avez le territoire du Niger qui était devenu leur plateforme. Donc, nous avons l'habitude de dire que les gars ne se battent pas seulement pour ce qu'ils appellent la restauration de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel. Non, c'est pas seulement ça. Ou bien ce n'est même pas ça le véritable, le principal, c'est de sauver la route stratégique des cartels en Afrique de l'Ouest qui étaient surtout basés au Niger. C'était la route stratégique. Donc, ils se disent qu'avec l'apparition de nouveaux acteurs plus vertueux, certainement, le trafic va être coupé parce que le Boko Haram, comment ils vont faire pour s'alimenter encore en drogue? Ça sera difficile. Comment on va faire redescendre les drogues vers les autres rébellions qui sont au Centrafrique, donc ça devient un peu plus difficile. Ils ne veulent pas perdre cette route stratégique et ils sont en train de tout faire pour que ça ait lieu. Vous avez aussi raison de revenir à la question de l'OTAN. L'OTAN a des intérêts inavoués, mais qui doivent être mis à nu. C'est le fameux gazoduc qui devrait partir du Nigeria et qui devrait alimenter et remplacer Nord Stream 1 et 2. Le fameux gazoduc devrait partir du Nigeria pour remonter jusqu'en Algérie et alimenter à partir de l'Algérie un ensemble de pays en Europe. Donc, ils se disent que c'est l'alternative au gaz russe. Or, aujourd'hui, avec l'arrivée du Niger, ça change un peu de tout dans ce projet. Et on pourrait revoir un ensemble d'éléments qui n'arrangent pas, parce que les parts d'ailleurs qui revenaient au Niger dans le cadre de ce projet étaient véritablement des parts comment dire, c'était un salaire de catéchisme pour l'ensemble du pays. Donc le pays pourrait demander un peu plus et se positionner comme un nouvel acteur clé de ce pipeline et demander véritablement sa part. Donc le Nigeria, qui sait que ce gazoduc sera essentiellement à l'avantage d'un ensemble d'acteurs qui certainement manœuvrent avec Tinubu en disant au-delà de ta drogue qui passe là-bas, mon ami, il y a notre gazoduc. Vous savez que dernièrement, il y a quelqu'un qui a eu une grande raffinerie. Donc tous ces gens-là manœuvrent derrière et l'OTAN leur dit c'est votre projet, il faut que ça passe. Il faut que vous défendiez ce projet-là. projet-là. Il faut que vous défendiez. L'OTAN veut à tout prix que le projet passe dans les conditions qui ont déjà été spécifiées. Et ces conditions n'arrangeaient pas le Niger. Il est clair que le nouvel establishment va demander sa part qui sera un peu plus importante, c'est-à-dire la part du Niger. Quand on dit sa part, c'est pas de manière égoïste, c'est la part du Niger. C'est-à-dire qu'en tant que pays qui participe à ce pipeline, il faut qu'il y ait véritablement un apport pour le développement du Niger. Donc, le sachant, les Occidentaux veulent tout faire pour noyer le poisson, noyer le bébé avec l'eau du bain. Et c'est le cadre, en fait, général des intérêts qui entoure ce qu'ils appellent l'intervention. Vous voyez qu'à l'intérieur, ce qu'ils appellent retour à l'ordre constitutionnel n'est que superfétatoire. Oui. Derrière, il y a des intérêts inavoués, énormes. Et là, on parle des intérêts qui touchent la mafia internationale et qui veulent être sauvegardés justement par cette mafia internationale.
Pendant ce temps, il y a quand même des pays qui sont contre, on va le dire comme ça, cette attaque du Niger. Il s'agit par exemple du Burkina Faso, du Mali et sans oublier la Guinée-Conakry. Un autre géant également vient entrer justement dans la danse. C'est la Russie qui regarde les événements qui se déroulent du côté de la CEDEAO avec un autre œil en déclarant haut et fort qu'il ne faudrait pas attaquer le Niger. Vous savez, la coalition pour la liberté, c'est les forces positives, les forces de l'axe du bien, avec comme tête de proue aujourd'hui la Russie, la Chine et les BRICS. Cette coalition est en train de prendre forme de manière plus claire en Afrique. Et nous saluons l'engagement de tous ces pays. L'Algérie qui s'est engagée déjà. Quand ils ont coupé l'électricité au Niger, l'Algérie a dit « nous suppléons à cette situation ». Et l'Algérie a commencé à fournir de l'électricité au Niger. C'est une très bonne chose. Le raccordement du réseau nigérien au réseau algérien est en train d'être effectif. Ça va permettre au Niger de trouver son autonomie, certainement de préparer son autonomie énergétique. Et il y a une très bonne nouvelle qui nous est parvenue. Vous savez que depuis hier, l'Ouganda a signé un contrat d'acquisition de 2 centrales nucléaires, les 2 premières centrales nucléaires en Afrique subsaharienne, les 2 premières centrales nucléaires qui seront construites concomitamment avec le concours des Nord-Coréens et des Russes. Donc, ça va permettre à l'Ouganda d'avoir un projet d'envergure. D'ailleurs, l'Ouganda qui a refusé de suppléer à la rupture du contrat entre la France et le Niger. Ils ont dit non, nous n'allons pas suppléer parce que notre uranium est destiné déjà à la consommation nationale. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça va certainement permettre aussi au Niger de copier cet exemple et de dire voilà, nous allons nous engager également à avoir notre centrale nucléaire et de fournir l'électricité à tous les Nigériens à très bas prix, si ce n'est même gratuitement, parce que un pays qui a abondamment d'uranium de très bonne qualité comme le Niger peut se permettre d'offrir l'électricité gratuite sur son territoire. Donc, avec ces nouvelles donnes au Niger, pour nous, on s'est dit, il y a beaucoup de choses qui amènent à changer de partenaire. Ça amène à changer de partenaire, ça amène à faire confiance à de nouveaux partenaires. Et quand cette coalition est organisée déjà de manière à accueillir un pays comme le Niger, à le soutenir, c'est de très bon augure. Ça rassure les Nigériens. Ça leur montre que ça, nous sommes dans l'axe de la vertu. Nous sommes vers des gens qui comprennent véritablement nos aspirations. Nous ne sommes plus avec des gens qui nous imposent leur vision du monde, qui veulent à tout prix que nous devenions comme eux. En plus, ils sont devenus moins qu'humains, des gens qui promeuvent l'homosexualité, qui promeuvent un ensemble de contre-valeurs qui pourraient détruire les structures de base de la société nigérienne. Donc, les Nigériens se retrouvent finalement dans l'axe vertueux. Et ils sortent du modèle qu'avait institué ce traître qu'on appelle Mohamed Bazoum. Nous saluons d'ailleurs les autorités qui lui ont prévu un très bon procès. Nous espérons simplement que le procès sera à la hauteur de la trahison, c'est-à-dire un procès en toute sévérité et la rigueur de la loi lui étant appliquée, que ce dernier puisse voir ce que c'est que la justice quand on est un traître. Je crois que pour si quelqu'un est traître en France ou bien aux États-Unis, les sanctions qui lui sont appliquées quand vous trahissez l'État, ces sanctions-là servent d'exemple à tous les autres pour que plus jamais personne ne se retrouve dans cette situation. Donc, coalition bien organisée, nous saluons cette coalition et nous disons au peuple du Niger, voilà finalement l'axe du bien vers lequel vous êtes en train de tendre. Tinubu, Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara, à cause de ce qui se passe actuellement au Niger, ont-ils montré finalement des failles en démontrant à la terre entière qu'ils servent tout simplement l'Occident? Oh, Tinubu lui ne montre aucune faille. Un narcotrafiquant, il montre quelle faille. Un gars il a d'abord 3 noms. Vous entendez un homme qui a 3 noms. 3 noms, on ne connaît même pas lequel des noms on doit utiliser. C'est-à-dire, et c'est là où vous posez des questions sur le système judiciaire du Nigeria. Qu'est-ce qui se passe à la Cour suprême du Nigeria? Pourquoi il ne tranche pas cette affaire depuis? Il y a ce recours qui est introduit depuis. Il faut trancher quel est le nom final de Tinubu. Qu'on arrête un des noms. Si ce n'est pas le nom avec lequel il a gagné l'élection, ben finalement, qu'on invalide l'élection. Et puis, qu'on procède différemment. Puis, un chef d'État qui est sorti des cellules aux États-Unis. Bon, vous imaginez, il va décevoir en quoi? Si vous avez un narcotrafiquant devant vous, il peut vous décevoir parce qu'il vous montre simplement ses velléités criminelles. Non, il peut encore nous surprendre s'il montre plutôt un côté vertueux.
Donc, de ce point de vue, lui, il ne déçoit pas. Il confirme les mauvaises impressions qu'il nous... Justement, on parle de la confirmation. Tout à fait. À ce niveau, il y a une confirmation. Au niveau de Ouattara, on comprend. Lui, ça dépasse même la confirmation des mauvaises impressions. Il y a une découverte avec Ouattara. C'est que on s'est rendu compte que pour la première fois, Ouattara a peur. C'est-à-dire que depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il était au pouvoir, il a eu peur comme jamais. Déjà, regardons un peu mon frère Ngozi. Il y a cela quelques mois, quand il y avait un communiqué de la CEDEAO, ce n'est pas Ouattara qui lisait. C'était le larbin Bazoum. C'est à lui qu'on donnait les papiers de lire. Et quand ce n'est pas à lui de lire, c'était au larbin Mbalo. Pour une fois, même Mbalo a fui les papiers. Mbalo dit, moi je ne connais pas lire, alors qu'il connaît quand même lire français, il connaît lire la langue. Hein? On l'a vu parfois lire les déclarations non, de la CEDEAO. Mais cette fois-ci, Mbalo lui-même l'a fui la réunion. Comme quoi il veut dire, Ouattara, c'est toi que la France protège le mieux. C'est toi-même le chef de gang. Va lire tes affaires, sois responsable, laisse-nous, nous te suivons seulement. Donc Ouattara s'est retrouvé, comme on dit, au charbon. C'est lui qui charbonne maintenant. Il prend les papiers. Vous avez vu comment il lisait les papiers? Il avait arrêté les 2 papiers dans la main. Vous savez, il y a des gens qui nous disent en quoi est-ce que cette analyse psychanalytique ou bien psychologique, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que elle permet de comprendre l'intensité de la peur dans l'homme. Vous savez, quand vous avez à faire un discours, il y a deux attitudes que vous avez. L'attitude de confiance pour un homme qui a l'habitude de faire discours comme Ouattara, généralement, les papiers sont sur la table, il les lit, il garde une certaine poésie, il a la gestuelle, il essaie d'expliquer, il peut même donner du répondant à quelques journalistes dans la salle ou bien laisser un peu d'humour. Peu importe la gravité de la situation. Mais quand il y a la peur qui s'installe, prenez un conférencier qui a peur, vous verrez une chose. La première des choses qui se passe, c'est qu'il a la tête rivée dans ses papiers. Pourquoi? Parce qu'à l'instant là, il y a des mécanismes psychologiques qui sont activés tels que les éléments comme la décontraction, la volonté de créer le contact, la réflexion sur l'attitude du public. Là, c'est le sociologue qui parle. Oui, ces éléments-là, vous les perdez. Et vous, votre travail, c'est, vous êtes comme ça. Vous lisez et vous avez seulement vos papiers. Quand vous levez la tête, c'est juste pour faire semblant de regarder. Parce qu'en fait, même l'auditoire, vous ne le regardez pas. Vous êtes tellement à l'intérieur de vous parce que la peur est en train de vous ronger. Et c'est ce qui se passe avec Ouattara. Quand vous voyez même des fois, pour cacher la frousse, il arrête sa veste avec la main. C'est parce qu'il sait que la main peut trembler. Et comme il est quand même un spécialiste des coups fourrés, il va prendre son dos, ses mains, il envoie dans la veste, il fait semblant de ranger la veste, alors qu'en fait, il ne veut pas qu'on voie que les papiers tremblent dans sa main. Pourquoi? C'est la peur. C'est les signes visibles d'une peur. Donc, Ouattara, on a découvert qu'il a extrêmement peur. On se pose des questions. Comment il fait même maintenant dans ce palais? Parce qu'il a même interdit aux militaires de circuler dans le palais. Maintenant, c'est les Français qui sont à tous les carrefours du palais. C'est eux qui sont à tous les couloirs. Donc, comment il fait pour circuler là? Peut-être que maintenant, même pour aller dans sa propre chambre, il faut une inspection spéciale. Même pour porter ses propres vêtements, il faut que ces vêtements-là passent peut-être au scanner. Donc, il ne fait plus confiance à personne. Peut-être même le personnel domestique là-bas est surveillé comme si c'était des terroristes qui sont venus lui faire du mal. La nourriture est peut-être goûtée par 8 personnes avant que lui-même ne commence à manger. Donc, il est dans une peur terrible. Aujourd'hui, ce qu'il fait dans la surenchère de l'imminence d'une intervention, c'est simplement qu'il essaie de dissuader ses militaires de lui faire ce qu'on a fait à Bazoum, qui était l'ancien porte-parole. Mais il doit lui-même être très réaliste. Qui regarde, tous ceux qui ont été porte-parole de cette affaire-là, ils sont tous déchargés. Et ça va par rang progressif. Après lui, c'est Macky Sall qui va prendre le relais. Parce que Macky Sall, il sera le prochain porte-parole. Il ne va plus se cacher derrière. Hein. On va lui dire non, va jouer sur ta carte. Hein. N'aie pas peur. Si Ouattara est tombé, toi, tu peux au moins sauver les meubles. S'il est encore là, on va le dire comme ça l'année prochaine. Il sera... Non, l'enjeu, ce n'est même plus lui seulement. Hein. C'est tout le système.
il faut éradiquer le système Macky Sall. C'est-à-dire qu'il faut dénazifier, excusez, hein, j'en prends l'expression à Vladimir Poutine, il faut dénazifier, c'est-à-dire désendocoloniser le Sénégal. Il faut désendocoloniser le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est un système d'endocoloniat terrible. Et le peuple sénégalais ne doit pas se résilier. Ce peuple ne doit pas se résigner. Ce peuple doit se lever et ce peuple doit tout faire pour dénazifier son pays, désendocoloniser. Vous savez, on dit toujours que l'endocoloniat, c'est un peu comme les nazis, parce qu'ils encouragent le nazisme monétaire. Donc, quand nous disons dénazifier, il faut que les gens comprennent. Les endocolons sont exactement la continuité du système nazi France-africain. Donc, il faut désendocoloniser le Sénégal et ils doivent travailler à cela. Mbalo, voilà, des gens qu'il faut balayer, ces genres de système. Il faut balayer. Les Tinubu, moi je dis, Tinubu, ce n'est plus une question. C'est une question de temps désormais. Tinubu ne peut pas se cacher, il ne va pas durer. Les Africains vont peut-être le constater, mais Tinubu, il a appelé à être balayé. Talon, pareil. Talon sera balayé, le système Talon sera balayé. Aujourd'hui, le Bénin est un bouillonnement du discours et de la ferveur panafricaniste. Le Bénin, ça va aller dans les prochains mois à une telle ampleur que Talon va comprendre qu'il aurait dû ne jamais se prononcer. On a vu Faure Gnassingbé qui a fait un peu un rétro-pédalage, il fait un peu la danse bafia, un pied en avant et deux pas en arrière. Donc, pour lui, on regarde, on observe. Le Ghana, Akufo-Addo, il est sur une poudrière. S'il s'amuse, il n'y a que les militaires au mois de février 2023. Nous avons d'ailleurs eu une émission ici. Les militaires sont prêts à déposer Akufo-Addo à tout moment. Donc, s'il s'engage dans ces aventures, eh bien, il n'aura que ses larmes pour pleurer parce que nous, on se demande, est-ce qu'il aura même l'opportunité d'être envoyé en France pour l'exil? Non. Les Ghanéens ont une tradition révolutionnaire telle que les révolutionnaires ne laissent pas généralement leur traître quitter le territoire. Ils sont jugés sur le territoire et généralement les sentences sont très sévères. Non, je ne veux pas parler de cela parce qu'on va... Mais nous, quand nous pensons à cela, nous pensons que Jerry Rawlings va inspirer quand même le général Tchiani. Hein. Il faut que Bazoum, lui, soit jugé sévèrement. Merci à vous, Jonathan Matin, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie, mon frère Goss. Et la victoire, elle est au bout. Nous sommes confiants. Chaque jour qui passe nous rapproche de la libération totale de notre continent. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques.